Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous m'entendez bien pour celles et ceux qui sont présents là en live? Dites-le moi dans le chat s'il vous plaît, comme ça au moins on peut commencer à 9h00, c'est-à-dire dans une minute. Salut Arnaud. Son ok, super, l'image aussi. J'ai oublié de préciser mais bon. Chez moi normalement c'est bon. Bon, on va reprendre un petit peu le rythme, hein, parce que je vous les ai laissés depuis à peu près un mois. J'espère que vous avez passé un bon été, vacances ou pas, parce que tout le monde ne part pas en vacances. Ok, super. Bah, merci à toi Arnaud. Bon, salut Francis. Merci. Bon, je vois qu'on est moins nombreux que d'habitude. Je pense qu'il y a une perte de rythme, ce qui est normal, qui s'est installée. Donc on va reprendre progressivement, enfin même pas progressivement d'ailleurs, tous les lundis du coup entre 9h et 9h30. On va parler ensemble une demi-heure comme à chaque fois, comme depuis avant le début du mois d'août, pour, pour faire le tour d'horizon de ce qui se passe sur les marchés, quel est le contexte, quels sont mes plans de trading de la semaine, qu'est-ce que je vais surveiller, qu'est-ce qui est en train de se passer, et me focaliser toujours, hein, je vous le rappelle, sur mon carnet de bord de trading de la semaine que je diffuse sur IVT, et ce qui va me permettre d'avoir les différentes stratégies que je vais mettre en place tout au long de la semaine. Et ben merci, merci Carlo. Bon, allez, j'espère que c'est bon, tout le monde est prêt, tout le monde est chaud. Et n'oubliez pas, très important, l'arme dont je vous rappelle très souvent, le stylo et le bloc-notes, ce qui vous permet de noter. Parce que le problème, entre guillemets, qu'on a depuis maintenant quelques années, hein, c'est tous ces réseaux sociaux, vous avez de l'information de partout. Alors c'est très bien si on sait la maîtriser, c'est très bien si on sait quoi en faire, et c'est très bien si on n'arrive pas à se faire influencer. Donc je vous rappelle que le quotidien, le job que vous devez avoir toute la semaine, que vous soyez un trader aguerri ou pas, c'est toujours d'avoir ce fameux stylo et bloc-notes, ce qui vous permet d'éviter de faire n'importe quoi. Donc ça vous permet de fixer les zones d'intervention. Sur ces zones d'intervention, je vais attendre des signaux. Ensuite, une fois que j'ai pris mon signal, où est-ce que je mets le stop, où est-ce que je mets les objectifs, etc. etc. Et après, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Et finalement, vous gagnez énormément de temps et vous perdez d'ailleurs pas de temps à être derrière les écrans. Surtout et d'autant plus si vous utilisez Aria, le seul boulot que vous avez à faire, entre guillemets, c'est de faire tout ce travail d'analyse qu'on va faire ensemble pendant cette demi-heure là. Salut Alexis, bienvenue à toi. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Donc là c'est l'intro de mon carnet de bord de la semaine pour fixer le contexte. Je vous rappelle, donc on va refaire très brièvement pour ceux qui me suivent sur YouTube, vous le savez parce que sur YouTube tous les samedis à 10h je poste mon débrief, mon briefing de hebdo, hein, le briefing hebdo des marchés en quelques minutes, ce qui permet de comprendre avec un petit poil d'humour. En tout cas j'essaie, je fais de mon mieux pour que ce soit comment dire bitable, pour pas que ce soit trop pénible, trop chiant et trop long. Donc le contexte global est mieux qu'il y a un mois. Qu'il y a 2-3 semaines. Je vous rappelle qu'il y a 2-3 semaines, bon, même si j'étais en vacances, je suis obligé de suivre mes graphiques, mes écrans, mes trades, etc. Il y a 2 semaines, 3 semaines, je voyais toutes les news, oulala, ça y est, récession, ça va mal, peur, crainte, machin, tous les mots, tous les adjectifs, j'allais dire péjoratifs, négatifs qui existent, j'en ai vu de partout, et en fait c'était le point bas. Donc tout ça pour vous dire, encore une fois, faites bien attention à tout le bruit que vous pouvez avoir à droite et à gauche. Prendre température du contexte, c'est important, mais attention à ne pas suivre, je vais dire vraiment bêtement, les uns ou les autres, d'ailleurs que ça soit moi également, hein, bien évidemment,
ne pas suivre bêtement ce qu'on vous raconte, mais vraiment de vous l'approprier, de dire bah tiens, voilà, j'ai retenu ça, ok, ça va me servir pour moi, pour mes plans, etc. Donc il y a 2 semaines, on broyait du noir, on était sur des niveaux de support, on va le voir d'ailleurs ensemble, que ce soit sur le CAC ou le SP500. Alors je vais vous parler principalement du CAC et du SP500, tout simplement parce que c'est les deux indices que je suivais de manière, on va dire, enfin tout au long en tout cas du mois d'août. Je vais vous parler également du Nikkei, dont j'ai parlé sur IVT la semaine dernière. Et on va faire aussi le tour du gold, très brièvement. On va voir également le pétrole, très brièvement également, parce que pour moi c'est assez simple. Et on va bien évidemment voir ce qu'il est en train de se passer sur l'euro-dollar. Alors pourquoi est-ce qu'on va parler sur l'euro-dollar? Donc pour partir tout de suite dans la partie macro, pourquoi l'euro-dollar? Parce que cette semaine, vous savez qu'il y a la Banque Centrale Européenne, vous savez que c'est les banques centrales qui tiennent les marchés. Il y a deux acteurs très importants, enfin c'est même pas très important, c'est les deux plus gros acteurs qui font bouger les marchés depuis le début de l'année. C'est quoi? C'est qui? C'est les banques centrales, je viens de vous le dire. La Fed, vous savez que le 18 septembre, il y a le rendez-vous de la Réserve fédérale américaine avec 91% de chances, 91% de probabilité estimée, anticipée par le marché que la Fed baisse ses taux directeurs encore une fois le 18 septembre. Donc ça c'est une chose, mais surtout cette semaine, on a la Banque Centrale Européenne, jeudi, où il va y avoir très certainement du mouvement, très certainement des annonces, enfin en tout cas le marché espère, enfin en tout cas moi j'espère, et le marché aussi est quand même un petit peu sur les dents de savoir ce que va nous raconter un petit peu la Banque Centrale Européenne ce jeudi. Des taux négatifs, pourquoi pas, des quantitative easing, en tout cas une préparation au marché à ce qu'il y ait un quantitative easing qui soit lancé en 2020, pourquoi pas. Voilà. Donc il y a ça, hein, c'est le premier acteur, globalement c'est les banques centrales. En fonction des banques centrales, si les banques centrales sont plus accommodantes que prévu, on a une remontée, bien évidemment, en tout cas, un assouplissement monétaire qui fait que les actifs risqués en profitent, les actions, les indices. Et Francis me dit, tiens, le PIB, non. Le deuxième acteur, c'est... Est-ce que quelqu'un... Je vais vous laisser réfléchir, et je continue dans ma partie macro. Vous le savez, c'est Trump, bien évidemment. Donc c'est en fonction de ce que raconte Monsieur Trump, guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, en fonction de son tweet, en fonction de son humeur du jour, ça change du jour au lendemain. Après, c'est toujours délicat. Moi, ce que j'ai vraiment du mal, c'est de savoir si ce qu'on nous raconte, comment dire, quand il y a des améliorations des améliorations a priori visibles entre les discussions entre les États-Unis et la Chine. Je ne sais jamais si on dit que ça va mieux parce que le marché monte ou c'est vraiment que ça va mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est une relation de cause à effet? Est-ce que c'est parce que effectivement on a des améliorations des discussions ou des dégradations dans les discussions entre les États-Unis et la Chine et donc les marchés montent, les marchés baissent? Ou est-ce que c'est après qu'on ait vu que les marchés baissent ou que les marchés montent, on se dit en fait c'est parce que très certainement il doit y avoir des améliorations. Si le marché monte, c'est parce qu'il y a des améliorations entre les discussions, etc. Bref, ça, moi j'ai vraiment du mal avec ça. Je suis incapable de vous dire s'il y a des relations de cause à l'effet. Je suis absolument pas spécialiste en politique ou quoi que ce soit. Donc, on va dire que globalement, a priori, il y a des accalmies. En tout cas, l'objectif de Trump, c'est dès le début du mois d'octobre de dire allez, on va se mettre autour d'une table, on va parler, on va passer aux choses sérieuses et puis à un moment donné, on va avancer dans le truc. Voilà. Bon, voilà, il y en a qui disent que de toute façon, étant donné l'arrogance de Monsieur Trump, c'est quand même délicat pour la Chine de dire ok, d'accord, mon coco, on va se mettre ce que tu racontes, c'est très bien, on se met d'accord, c'est parti. Il y en a d'autres qui disent que c'est impossible qu'il n'y ait pas d'accord parce que sinon, de toute façon, il va y avoir derrière une récession mondiale, ce qui est quand même relativement certain. Bref, voilà. Donc ça, on n'en sait rien, mais ce qui est sûr, c'est que début du mois d'octobre, il va y avoir des nouvelles discussions qui vont très certainement avoir lieu. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en Italie, constitution d'un gouvernement depuis jeudi, ça va mieux a priori. Le Brexit, il y a eu un vote, une adoption du Parlement qu'il n'y aurait pas de Brexit sans deal, sans accord. Voilà. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Bon, en tout cas, c'est pas une mauvaise nouvelle, ça c'est sûr.
Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que ça va faire que repousser finalement l'échéance dans 3 mois? En tout cas, ça apaise les marchés, ça c'est certain. Voilà pour la partie, on va dire, macro, contexte global, ça se calme. Bon, bien évidemment, ça se voit sur les marchés qui sont en train de taper leur haut de range. Ma fille va mieux, merci Chris. Je ne sais pas si tu es dans IVT ou pas, mais je ferai un petit message là-dessus pour vous donner un petit peu des nouvelles. Mais bon, ça va. Ça va. Merci à toi. Euh, voilà pour le contexte global. Maintenant, la question c'est, ok, ça va mieux, les indices sont en train de retourner sur des hauts de range, on va le voir ensuite sur les graphiques, sur différents indices. On a le dollar américain qui consolide, il se replie légèrement. Pourquoi est-ce qu'il se replie légèrement? Parce que les chiffres, les premiers, on va dire la première partie de la semaine dernière, les chiffres n'ont pas été bons. Donc du coup, chiffres mauvais, anticipation d'assouplissement de la réserve fédérale américaine égale baisse du dollar dans un premier temps, hausse des actifs risqués, donc indice et actions dans un second temps, ou en tout cas de manière simultanée. Ça c'est la première chose. Le NFP la semaine dernière est sorti moins bon que prévu, mais on a eu une hausse des salaires. Donc du coup, il ne s'est pas passé grand-chose après le NFP. On va le voir après au travers du dollar index, mais surtout de l'euro-dollar. Et on a une légère, alors c'est même pas une remontée des taux obligataires, oui c'est une remontée, alors ils sont à des plus bas historiques, hein. Je parle surtout de l'OAT à 10 ans en France et du Bund, donc des obligations allemandes à 10 ans qui sont en train de se stabiliser. Donc ça montre quoi? Ça montre que sur le marché obligataire, il n'y a pas forcément d'accélération. Enfin, si, il y a quand même une baisse, on va le voir, une baisse quand même très marquée, mais on n'a pas non plus une panique générale suite à des très très mauvais chiffres d'un point de vue macro. Donc les chiffres macro étaient plutôt mitigés. On a eu un ISM manufacturier la semaine dernière qui est ressorti dégueu, en dessous de 50, contraction de l'activité, récession, tout ce que vous voulez, en tout cas sur le secteur, sur le point manufacturier sur le mois dernier. Et l'ISM des services lui est ressorti meilleur que prévu. Donc vous voyez que c'est quand même relativement mitigé. Bon voilà, pas de gros constats. Mais cette semaine, ce qui va être très important, c'est surtout la BCE. Et puis après, bien évidemment, le 18 septembre avec la Fed. Donc, on va passer tout de suite aux indices. Je vous passe un petit peu les détails de tout ce qui est écrit. Vous avez, au moment où je suis en train de parler, je suis certain que vous avez déjà très certainement lu tout ce qui a écrit ici. De toute façon, je vais vous en parler dans la suite. Alors, Francis me pose la question, pour EUR-USD, est-ce que pour toi, la décision de la BCE de baisser les taux est déjà dans les cours et du coup, la baisse des taux éventuels des taux directeurs américains pourrait permettre le retracement de la baisse? Alors, déjà, je pense qu'effectivement, le marché price... Alors, c'est toujours délicat de savoir concrètement ce que le marché a déjà pricé. J'en sais rien, j'ai pas plus de chiffres que ça. Par contre, ce qui est certain, c'est que la dynamique baissière sur l'eurodoll est toujours baissière. Pourquoi? Parce que vous avez des taux en euros, en zone euro, qui sont beaucoup plus bas, bien évidemment, qui sont à zéro, comparé à la Fed. Alors, maintenant que la dynamique baissière est quand même nettement en place, c'est pour ça que moi, enfin, si tu es sur IVT, d'ailleurs Chris tu dois le savoir, je ne sais pas si Francis tu es sur IVT ou pas, je suis désolé, mais moi j'ai acheté l'eurodoll à 1,0963, je vais vous en parler tout à l'heure. Pourquoi est-ce que je cherche des achats sur l'eurodoll alors qu'on est toujours en tendance baissière et que ce serait beaucoup plus logique, beaucoup plus simple de prendre des positions à la vente? Tout simplement parce que je pars du principe que c'est pricé en très grande partie. Et que a priori, il y a plus de chances que la Fed baisse de manière beaucoup plus importante ses taux directeurs et que assouplisse sa politique monétaire de manière beaucoup plus rapide. Donc ça a un impact baissier sur le dollar américain qui est sur des plus hauts annuels, des plus hauts même depuis plusieurs années. Donc pour moi, on est quand même pas loin d'un point bas sur l'eurodoll. Alors pour le moment, c'est pas que je me plante, mais j'avais acheté l'eurodoll au mois de juillet quasiment au plus bas.
fin du mois de juillet, début du mois d'août, quasiment au plus bas. Je travaille toujours à l'achat. Derrière, il a repris 200 points, 100, 150, 200 points. Et après, derrière, on a fait des nouveaux plus bas. Là, on a fait des nouveaux plus bas. J'attendais une zone d'achat. Je vais vous expliquer avec des graphiques concrètement pourquoi, comment. J'ai eu mon impulsion haussière. Je suis passé à l'achat. Mon stop est évident. Maintenant, je laisse couler. Voilà, il y a eu 100 pips qui ont été faits depuis. Ça m'a permis d'alléger, de sécuriser. Je suis pas pour autant un perma bull, je suis pas un perma acheteur je ne suis sur l'eurodoll parce qu'on est toujours contre la tendance. Mais pour moi, le timing de vente est beaucoup trop tardif. Même si tu as tu le sais très certainement, tu as un rollover positif en étant vendeur sur l'euro-dollar. D'accord? Tout simplement parce que quand tu es acheteur d'euros contre dollars, donc tu encaisses les taux que tu as en zone euro, donc qui sont à zéro, donc tu n'encaisses rien, et tu vends, donc tu décaisses les taux de la Fed, qui eux sont bien évidemment beaucoup plus élevés que de la Banque centrale. Donc du coup, tu as un rollover négatif quand tu es à l'achat sur l'euro-dollar, et tu as un rollover positif, donc tu gagnes de l'argent tous les jours, lorsque tu es vendeur d'euro-dollar. Donc c'est pour ça que c'est plus facile, entre guillemets, d'être vendeur d'euro-dollar, et d'ailleurs on va le voir, les niveaux de résistance y tiennent. On n'a aucun signal de retournement sur des unités de temps longues, absolument pas. Mais je pense qu'on est quand même pas loin d'un point bas. Donc voilà mon point de vue, Francis. Je ne sais pas si ça t'aide, si ça répond à ta question ou pas. Mais voilà. Bah, il dit quoi le VIX en ce moment, à ton avis, Pierre? À ton avis, qu'est-ce qu'il dit le VIX dans la mesure où les indices américains ils sont sur leur plus haut? Je rappelle que le VIX, sa mesure, c'est la volatilité implicite sur des options, c'est-à-dire qu'en fait, ça, ça transmet, ça donne un message au marché de l'anticipation des opérateurs du risque à venir sur les marchés à échéance, quelques semaines, quelques mois, sur les marchés, sur le SP500 de manière plus globale. D'accord? Contrairement à la volatilité que vous pouvez avoir avec, par exemple, les bandes de Bollinger, qui mesurent la volatilité historique, donc la volatilité qui s'est passée. Le VIX, c'est la volatilité implicite, donc le risque qu'estime le marché sur la suite. Donc le VIX ne peut être que positif, hein, puisqu'il ne peut pas y avoir un risque négatif sur le marché. Mais du coup, le VIX, d'ailleurs, on va le voir tout de suite, hein, si tu veux. Hop. Tiens. Salut Lucas. Tiens, je te montre. Hop, voilà le VIX. Voilà, le VIX il est à 15. Il a perdu 8% hier. Voilà. Donc pour moi, tant que, de toute façon sur le VIX, là ici tu vois j'ai des zones à 22, 23. Pour moi, tant qu'on ne passe pas durablement au-dessus, on n'est pas dans un marché de panique. Ici, c'est ce qu'on a eu début août. Excusez-moi, là c'est chaud-froid, chaud-froid. C'est ce qu'on a eu début août sur les marchés américains. On a eu finalement un point bas qui a été réalisé notamment sur le SP500. Je vais vous montrer d'ailleurs, c'est pour ça que, d'ailleurs pour ceux, je ne sais pas s'il y a des Suisses ici, demain je suis à Genève, j'organise 2 conférences, enfin j'anime 2 conférences à midi et le soir, pendant 2 ou 3 heures, pour notamment expliquer ces notions de tendance, c'est très très important. Donc le VIX, voilà. On passe tout de suite aux indices. Sur le CAC, c'est ici. Alors, début août, moi sur IVT, j'avais proposé une zone d'achat à 5200 sur le CAC, tout simplement parce que... non, bah, de toute façon, Pierre, quand tu vois les indices américains qui ne font que progresser, il n'y a aucune panique à l'horizon. Tant qu'on ne pète pas des supports daily moyen terme sur les indices américains, le VIX ne sera pas au-dessus de 22-23. Voilà. C'est encore une fois, tu peux pas avoir un VIX qui monte, sauf s'il y a des manipulations sur les futurs sur le VIX, mais tu peux pas avoir un VIX qui monte avec des indices américains qui montent, ce n'est pas possible. D'accord? Donc en fait, tu as une relation, c'est un indicateur, si tu veux, complémentaire pour te rassurer. C'est le même principe d'ailleurs des indicateurs. Ça te représente visuellement
le sentiment de marché, mais le sentiment de marché, de toute façon, tu l'as sur tes graphiques. D'accord? Voilà. Donc je dis pas que c'est pas important, je le regarde quand même de temps en temps, mais voilà. Ok? Salut Laurent. Alors, sur le CAC, c'est très simple. Très simple. Début du mois d'août, on avait ici la bande de Bollinger inférieure. Donc, c'est ce que je viens de vous dire il y a 2 minutes. Bande de Bollinger, c'est la volatilité historique. Il y a 95% de chances pour que les cours restent. Enfin, c'est même pas 95% de chance, c'est 95% du temps, les cours sont entre les bandes de Bollinger. Peu importe les unités de temps, peu importe les actifs. Parce que de toute façon, ça représente l'historique de la volatilité. Et dans 95% du temps, vous avez les bandes de Bollinger qui s'écartent ou pas en fonction de la volatilité historique qu'il y a. Donc là, vous voyez que les bandes de Bollinger sont plates. On est dans un range depuis le début du mois d'avril. En haut, en bas, en haut, en bas. On fait la bande de Bollinger inférieure, c'est-à-dire qu'on fait l'écart extrême de la volatilité des 20 dernières périodes. On arrive en bas. On est sur une zone support. Je vais vous la faire très simple et très courte. La tendance, elle est comment? Ici. La tendance est haussière. On est d'accord? Sur des unités de temps plus courtes, ici, la tendance, elle est comment? Elle est neutre. Tendance précédente, haussière, range. On arrive sur une zone support, zone d'achat. Là, je suis en train de vous expliquer tout mon carnet de bord, tout mon point de vue sur les marchés, sur les indices et plus particulièrement sur le CAC depuis le début du mois d'août. On a fait le 15 août, le 12 août, les 5002 et derrière on repart comme en 40 sur la borne haute. Alors, c'est là maintenant que ça va devenir un petit peu plus délicat, tout simplement pourquoi? Est-ce que, et ça c'est la question que vous devez vous poser, ok on est dans un range, là vous devez très certainement vous dire, bon bah c'est simple, on identifie un range, on achète en bas, on vend en haut. Vaut mieux, dans ces cas-là, tant qu'en tout cas il n'y a pas de signal acheteur, vaut mieux être acheteur sur la borne basse d'un range qui succède à une tendance haussière que d'être vendeur sur la borne haute. Est-ce que c'est bon ou est-ce que je la refais? Vous me dites. Donc, vous me dites si je la refais, je continue parce qu'il y a un décalage de 10-15 secondes entre le moment où vous parlez, enfin au moment où je parle et le moment où vous avez l'information et le moment où vous écrivez sur le chat. Donc du coup là maintenant on arrive sur la borne haute. La borne haute vous savez que c'est le haut d'un range dans lequel on évolue à la louche depuis 2 ans. Lorsqu'on arrive sur le haut d'une résistance aussi importante alors que il n'y a pas véritablement de catalyseur haussier, le seul fait que les marchés montent a priori c'est qu'il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Là-dessus je pense que là-dessus on est tout à fait d'accord. Et donc, moi j'estime que lorsqu'on arrive sur une zone de résistance aussi importante, acheter c'est beaucoup trop tard. Fallait acheter au mois d'août, il y a un mois. C'était mon plan du mois d'août. Si on a loupé ça, ça va être beaucoup plus compliqué et beaucoup plus dangereux d'acheter maintenant. D'accord? Tout simplement parce que si vous achetez maintenant, déjà vous arrivez après le train. Alors, vaut mieux prendre le train en marche que de le prendre en pleine figure. On est d'accord. Mais on arrive quand même avec un poil de retard. Le problème d'acheter maintenant, même si on est dans le sens, etc., ça veut dire qu'on anticipe que la Banque Centrale Européenne, a priori, charge la mule, ressorte son hélicoptère, son bazooka, comme on l'appelait à l'époque, son bazooka, c'est-à-dire baisse des taux, quantitative easing, etc., etc. Et donc la résistance elle pète, etc. Donc 3 jours avant cette échéance, c'est quand même délicat d'anticiper ça, même si le marché, comme on en a parlé tout à l'heure, parce que quelqu'un me posait la question, on l'anticipe. Le marché l'anticipe déjà, le price. Je ne pense pas que le marché l'a pricé dans 100% des cas, en totalité, mais c'est clair que si la BCE n'annonce rien, ça risque d'être quand même une très grosse déception pour le marché. Donc, on n'en sait rien. Et moi, maintenant, j'estime que c'est beaucoup trop tard pour acheter maintenant. Vendre, oui, mais sur un signal uniquement. Donc, lorsque vous avez comme ça un flux qui est en train de se mettre en place assez fort en daily. Alors, je suis ici en weekly. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé. Vous avez le petit W, vous le voyez là-haut. Là-haut, W.
weekly, ok. Je vais mettre ici sur du daily. Tant que, et vous voyez d'ailleurs, on a des gaps, hein, on a des gaps successifs qui sont en train de se mettre en place, donc ça montre bien quand même la puissance du mouvement. Sauf qu'on arrive sur cette zone de résistance. Pour moi, c'est hors de question d'acheter, d'anticiper le fait qu'on aille à 5008. D'accord? Je préfère être vendeur à 5006. Là, si j'avais un pistolet sur la tempe en train de dire tu prends une position là maintenant à l'achat ou à la vente, je prends une position à la vente maintenant. Voilà. Par contre, bien évidemment, j'en ai pas, heureusement pour moi. Mais alors, vous avez déjà des questions quand du coup tu considères qu'il y a un triple top. Alors, moi je suis pas fan de ces double top, triple top, parce qu'en fait, les double top et les triple top, tu ne sais qu'à posteriori que, en fait, c'est pour faire, je vais pas dire joli, mais tu pourras dire après, oui, il y a eu un triple top. Là, le problème, c'est la question, c'est en gros, maintenant, je fais quoi? J'achète, je vends. Donc, j'en sais rien, entre guillemets, mais je vais répondre à vos questions et après, je vais vous donner mon plan, comment est-ce que je vais gérer le truc. Donc les triple top, oui, bah si effectivement on échoue là-dessus, lorsqu'on sera à 5005, t'entendras très certainement à droite et à gauche dire bah tiens c'était un triple top. Ok. Par contre ça t'a pas dit qu'il fallait vendre là-dessus. Et du coup il y a une question très intéressante que me pose Chris, merci de la poser. Attendre la cassure du range. Alors non, pour moi je vais pas, si j'achète pas maintenant, je ne vais pas acheter à 5680, à 5007. Le timing sera encore plus horrible que là maintenant. En fait, moi, mon plan va être très simple. Je pense qu'il faut faire, plus vous faites simple, plus vous allez voir, ça sera serein. Alors, vous allez moins trader, mais vous allez être beaucoup plus clair dans vos stratégies et vous allez moins vous faire avoir par des espèces de bull trap, de bear trap, etc. De bear trap, pardon. Je dis à chaque fois bear trap, mais c'est pas une bière, c'est un bear trap. Moi, ce que je pense, Chris, ce que je vais faire, après, bien évidemment, vous faites comme vous voulez. On arrive en haut de range. Ici, c'est ma zone d'achat. Ici, c'est ma zone de vente. Point barre. Là, je vais chercher des ventes. On est sous une zone de résistance. Alors, très certainement, on n'aura pas de signal avant la Banque Centrale Européenne de jeudi. Ça, c'est fort probable. Mais peu importe, je m'en fous. Là, on est très loin quand même en données 4 heures. La MM50, qui est un petit peu mon indicateur que j'utilise au quotidien pour pouvoir notamment déterminer les tendances, mais également trouver mes points d'entrée, etc. On est loin de cette zone-là. On est proche de la bande de Bollinger supérieure qui, certes, est écartée. La bande de Bollinger supérieure est écartée parce que ça montre qu'on a une hausse de la volatilité historique. Donc, du coup, on peut aller à chaque fois de plus en plus haut. Mais moi, à partir de maintenant, je vais surveiller uniquement des signaux de vente sur le CAC. Voilà, tout simplement. Alors oui, on peut aller à 5720. Oui, on peut sortir par le haut du range, etc. Mais pour moi, l'entrée, je parle en intra-swing. J'ai oublié de préciser, mais je parle plutôt en swing trading. Je ne parle pas en scalping. Je ne parle pas en intraday. Si demain, vous avez un open égal plus bas, je vous dis pour demain matin, si vous avez un open égal plus bas, parce qu'il y a une bonne nouvelle, que ça soit de Trump, peu importe, etc. Si vous avez un open égal plus bas au-dessus des 5625 que vous voyez dans les 5, 10, 15 premières minutes de cotation, il y a un flux qui est en train de se mettre en place, vous avez des signaux d'achat, etc. Oui, il faut acheter, bien évidemment. Là, je parle dans une optique de swing sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Là, peut-être que je prendrai absolument aucune position sur le CAC cette semaine en swing, tout simplement parce que j'aurai pas de signal baissier. Donc s'il va à 5680, tant mieux. Mais par contre, je sais derrière quel sera mon plan si le marché est déçu de la Banque Centrale Européenne de jeudi. Donc je sais qu'à partir de maintenant, je vais surveiller et je vais prendre uniquement les signaux baissiers en haut de range. Donc comme l'a dit Pierre Pascal, plus de chances d'en sortir par le haut. Donc oui, la résistance a plus de chances d'être pétée tout simplement parce que c'est un range qui succède à une tendance haussière. Donc, on a plus de chances que la tendance précédente se poursuive et donc on sorte par le haut de ce range. C'est pour ça que, à l'heure actuelle, je préfère être à l'achat à 5002, bien évidemment, qu'être à la vente là-haut. Mais ça ne m'empêche pas de prendre des ventes offensives. Je sais que je suis contre la tendance depuis maintenant quelques mois et je vais me remettre ici en daily, même depuis début de l'année. D'accord ? Depuis le début de l'année, je suis contre la tendance ici,
mais j'arrive sur une zone d'appui très importante sur laquelle je suis sûr que je ne vais pas chercher des achats dans une optique de swing. Voilà. Donc vous le saurez, la semaine prochaine, si on est à 5008, vous saurez que je ne suis pas à l'achat en swing. D'accord. Par contre, je sais que sur des données 4 heures, par exemple, si j'ai une bougie impulsive baissière, si j'ai, que ça soit englobante, peu importe, vous prenez n'importe quelle figure. D'ailleurs, vous pouvez peut-être même vous placer sur des unités de temps courtes et vous pouvez, pourquoi pas, je ne l'ai pas encore fait, mais pourquoi pas, vous tracer des sortes de biseaux de tout ce que vous voulez. D'accord? Peu importe. Mais si on donne des signaux baissiers, vous pouvez être sûr que je serai dedans. Vous pouvez être sûr que mon stop, il sera évidemment facilement plaçable au-dessus des plus hauts qu'on aura fait. Tout simplement. D'accord? Voilà. Mes objectifs, c'est après, même 50, après, peu importe, on en parlera très certainement la semaine prochaine, mais autour des 5005, et puis pourquoi pas la borne basse de ce range dans lequel finalement on est toujours inscrit depuis maintenant 6 mois. Ok? Voilà mon plan, c'est très simple. Mon signal, Francis, les deux, mon capitaine, H4, daily, et je vais même me placer sur des données horaires pour travailler un point de vente, même sur des unités de temps plus courtes pour ceux qui sont devant les écrans, etc. Voilà. Donc à partir de maintenant, je vais travailler à la vente, tout simplement. Voilà. C'est assez simple, c'est assez basique, mais plus c'est simple, plus ça fonctionne. À 5002, je vous l'ai dit, pour ceux qui sont chez IVT, vous le savez, 5002, bas de range, tendance précédente haussière, je cherche des achats à 5002. Point barre. On a fait 5002, 5006. On a pris 400 points. C'est pas maintenant, à 5006, que je vais commencer à acheter. Voilà. Je préfère laisser passer le train si jamais on retourne sur 5007, reprendre éventuellement une position à la vente, pourquoi pas, si on fait un bear trap, c'est-à-dire qu'on réintègre la zone, etc. Mais encore une fois, je considère que le plus important, c'est pas d'être constamment sur le marché, c'est pas de vouloir tout le temps avoir un avis, une opinion, de prendre tous les mouvements sur toutes les unités de temps, sur un actif, sur tous les actifs en même temps. Le plus important, c'est de savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait et quelle est la probabilité de réussite. Je sais que ma probabilité de réussite de ce trade-là, de cette stratégie 5006 à vente, est plus faible que 5002, que mes achats à 5002. Donc, je sais très bien que lorsque je vais avoir un signal, je ne vais pas me mettre en exposition maximale, première chose. Deuxième chose, je sais que le risque de faux signal baissier est important, donc que je vais placer mon stop de protection au cours d'entrée rapidement. Voilà. Ça ne m'empêchera pas de prendre des positions à la vente. Par contre, du coup, sur la gestion de la position, je vais être beaucoup plus réactif, etc. Est-ce que c'est clair? Bon, il est déjà 9h32. Ça va vite, dis donc. Je vous propose de faire la même. On va faire le SP500, le Rodol, le Gold et le pétrole. Très rapidement. Est-ce que ça vous semble clair ou pas du tout? Sinon, je précise. Et si tout va bien, j'enchaîne sur le SP500. Je vais faire très simple parce que c'est quasiment la même chose. Vous me dites dans le chat. Clair pour toi, Chris? Ok, super. Alors, sur le SP500, on était là. Alors, je ne vais pas faire la méthode de la veille, mais c'est simplement pour vous expliquer mon point de vue, le pourquoi du comment, parce que le fait d'expliquer ce qui s'est passé, ce que j'ai fait avant, ça vous permettra de comprendre ce que je vais faire maintenant. 2800, zone d'achat. Bande de Bollinger inférieure, weekly, comme sur le CAC 40 qu'on a vu précédemment. Ok, ça consolide, etc., etc. On est toujours dans une tendance haussière ici, d'accord? On est toujours dans une tendance haussière au-dessus des 2800 points. Ok? Tant qu'on est au-dessus des 2800 points, pour le moment, on est toujours dans une dynamique haussière, au-dessus de la MM50, au-dessus de la bande de Bollinger inférieure ici en weekly. Zone d'achat 2008. On est quasiment à 3000 maintenant. C'est pas maintenant que je vais chercher des achats, c'est trop tard. Alors, encore une fois, je ne parle pas en intraday, en scalping, mais en daily, pour moi, effectivement, sur le CAC qui sous-performe un petit peu les indices américains, sur le SP500, je vais attendre
qu'on passe en dessous des 2966 pour le moment. Et je vais accompagner en rehaussant mon support au fur et à mesure. Si on arrive à 3015, 3017, pour moi, c'est ma zone de vente idéale. Voilà. Sur le SP500, 3015, 3017, j'active tous les signaux baissiers H4, j'y vais. Pour le moment, je préfère rester un petit peu à l'écart, rester un petit peu out pour le moment sur les SP500. Tant que j'ai pas de signaux baissiers, je préfère pas trop rentrer en position ou re-rentrer en position si on est déjà à la vente sur les SP tout de suite maintenant. Voilà. Ok, ça c'est très simple, c'est très basique. Je vais vous montrer très rapidement parce que je voulais vous en parler notamment sur l'IBEX. D'accord? L'IBEX, lui, on est revenu sur la MM50 ici. D'accord? On revient quand même sur une zone assez importante. Donc de la même manière que sur le CAC, pourquoi pas l'IBEX à suivre si on passe sous les 8960 points. D'accord? Pour moi, ça sera un signal vendeur, baissier, daily, stop évident, zone de résistance importante. Trop tard pour payer, je préfère louper le train que de payer là-haut après une propulsion de 500 points sur l'IBEX. Maintenant, je passe très rapidement sur l'eurodoll et après je vous embête pas plus. Je vais faire l'eurodoll, il est où? L'eurodoll. Alors, l'eurodoll, je l'ai payé, vous le savez, sur IVT 1,0963. J'ai une oblique baissière, je vous ai expliqué pourquoi chercher des achats sur l'eurodoll que des ventes, c'est beaucoup trop tard. 1,0963 ici. Pourquoi je l'ai payé là? Tout simplement parce que ma zone d'achat, elle était autour de 1,0950, 1,09. J'attends une impulsion, j'attends un signal haussier. J'ai mon signal haussier H4 sur 0,963 ici. Une grosse impulsion, je le paye. Et je l'ai payé d'ailleurs après, je l'ai payé juste après l'ISM manufacturier la semaine dernière qui est sorti pas bon. D'accord? Donc vous comprenez pourquoi. ISM manufacturier aux États-Unis pas bon sous 50, contraction de l'activité, le dollar américain surplie, impulsion haussière sur l'eurodoll. Et l'impulsion haussière sur l'eurodoll nous donne derrière un bon point d'entrée. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais surveiller tous les signaux haussiers que j'ai sur l'eurodoll. Tant qu'on ne repasse pas sous les indices, pour moi, on est toujours dans cet état d'esprit qu'on a eu de grosse impulsion haussière sur l'eurodoll. Par contre, vous voyez ici, 1,1050, pardon, 1,1050, c'est une zone de résistance très forte que j'avais d'ailleurs évoquée sur IVT dans mon carnet de bord. Et vous voyez ici, on a fait la mèche, etc. Tout ça pour vous dire que oui, on est toujours dans une tendance baissière très très forte. C'est plus simple d'un point de vue technique, même d'un point de vue financier, je dirais de vendre tous les rebonds, parce qu'on est toujours dans une dynamique baissière. Et en plus, le fait de vendre l'eurodoll, vous avez un rollover positif, d'accord, que de l'acheter. Maintenant que j'ai un bon point d'entrée et qu'on a eu cette impulsion, je vais continuer dans mon plan. Tant qu'on ne repasse pas sous les indices, je vais ne faire que chercher des achats sur l'eurodoll. Objectif 1,1150. À partir de 1,1150, je vais commencer à switcher mon état d'esprit et rechercher des ventes dans une optique de swing. Comme ça, au moins, vous avez mes deux positions, entre guillemets, mes deux plans. Ici, je cherche des ventes. Et là, je ne cherche que des achats sur des unités de temps très courtes. Je ne fais que payer, que chercher des achats tant qu'on ne repasse pas sous les indices. Voilà. Ça, c'est mon niveau d'invalidation, c'est indice. Ok. Mon objectif sur les achats, 1,1150. Et à partir de 1,1150, j'arrête. Et si j'ai des signaux baissiers à nouveau sur du H4 du daily, je privilégierai les ventes à ce moment-là. Ok. Voilà sur l'eurodoll. Et enfin, alors sur le Nikkei, pour ceux qui sont sur IVT, heureusement qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont suivi. Ici, on était là. Hop. On était là sur le Nikkei. On avait une zone support qui tenait très très fortement. On avait des Bollinger qui étaient en train de se resserrer. Un Nikkei qui était peut-être même plus fort que les autres, voire même d'ailleurs, enfin, plus fort en tout cas ces dernières séances, mais surtout en retard par rapport aux autres. Et du coup, je me suis dit, tiens, on tient cette zone support ici. On est en phase de stabilisation. Si jamais on pète là-haut les 20 800,
je paye et je vise les 21 500 qui est ma zone de vente. D'ailleurs, vous voyez ici que j'ai déjà une alerte 21 428 très exactement, mais autour de cette zone des 21 500, je vais chercher des ventes. Et on a eu cette fameuse accélération qu'on a eue, d'accord. Et maintenant sur les 21 500, je vous montre ici en weekly, mince, je suis en mensuel. Je vous montre ici 21 500, oblique baissière, tendance baissière à même 50. On a une espèce d'enveloppe, enfin plus ou moins baissière des bandes de Bollinger qui montrent toujours cette tendance baissière qu'on a, enfin surtout au travers des moyennes mobiles à 20 et 50 semaines. Tant qu'on est en dessous des 21 500, pour le moment, on est toujours en dynamique baissière. Donc les achats à 20 800 pour ceux qui ont suivi mon carnet de bord début de semaine dernière sur IVT, 21 500, on va arriver proche de l'objectif. D'accord, ça fait quand même accessoirement 700 points, ce qui est quand même pas mal. Mais là maintenant autour des 21 500, 21 500, 21 500, 21 600, pardon, je vais chercher des ventes et c'est dans la logique de ce que je vous ai expliqué sur l'IBEX, le CAC et le SP500. Ok. Et on avait dit le pétrole. Alors Petrolman, comme on me surnomme, je me suis pas planté du tout sur le pétrole depuis le début de l'année, c'est absolument hallucinant, c'est comme ça arrive. Le pétrole, je cherchais des achats sur 52 $. On les a pas fait, je ne suis pas passé à l'achat, heureusement il y en a quelques-uns qui l'ont payé ici, donc je ne suis pas à l'achat sur le pétrole. Ma zone de vente c'est 60. Je me mets ici en weekly. Voilà. Zone de vente, 60 $. Zone d'achat, 52 $. Point barre. Terminé. Ici, je cherche des achats sur des unités de temps 4 heures. Ici, je cherche des ventes sur des unités de temps 4 heures. Donc ça, là, je vous ai donné globalement mon point de vue sur différents actifs, plutôt dans une logique de swing. Maintenant, ce que je vais faire, comme d'habitude, comme chaque semaine, comme chaque jour, dès qu'on va arriver dans ces zones-là, ça va être les actifs que je vais surveiller en priorité. Ça va être les actifs, les trades que je vais travailler en priorité. Ok? En attendant, comme on dit sur IVT, il faut essayer d'aller là où se passe l'action, là où il y a des choses à faire, là où il y a du mouvement, etc. Pour le moment, il n'y a pas plus de mouvement que ça. Les seuls mouvements éventuellement qu'on a, c'est sur le marché obligataire où les taux sont en train de remonter. On est passé de quasiment moins 0,5% sur le taux l'OAT à 10 ans à moins 0,3. Là-dessus, a priori, il y a je ne vais pas dire un regain d'optimisme, mais en tout cas, il y a une stabilisation dans le pessimisme sur le marché obligataire qui se matérialise par une légère remontée des taux. D'accord. Donc c'est aussi la raison pour laquelle, pour le moment, vous voyez que les marchés tiennent. Donc je ne me précipite pas plus que ça pour le moment. Je vais chercher des ventes sur le CAC si j'ai des signaux en 4 heures, sur le SP500, sur l'IBEX, etc. Voire même sur le Nikkei, même si je pense qu'on peut aller encore un petit poil plus haut, notamment sur les 21 500. Et sur l'eurodoll, je travaille à l'achat en intraday. Donc pour le moment, je me concentre sur l'eurodoll parce que je suis toujours à l'achat 0,963, même si j'ai allégé, à plus 50, 60 pips à peu près. J'ai toujours ma position et un stop 8 là-dessus. Maintenant, je vais travailler essentiellement à l'achat là-dessus. Et les indices, je me méfie pour le moment parce qu'on arrive sur des niveaux, c'est beaucoup trop tard pour prendre train en marche. Fallait être là au mois d'août, fallait placer des OC, avoir des stratégies, etc. Maintenant, c'est trop tard, tant pis. Le passé, c'est le passé. Qu'on les ait pris ou pas, d'ailleurs, peu importe. Le passé, c'est le passé. Maintenant, on passe à autre chose. Ok? Voilà pour le pétrole, l'eurodoll. Le gold, très rapidement, oui, parce que je vous avais dit, je parlais de gold. Le gold, on est, regardez ici, très rapidement, et après, je vous laisse, c'est déjà moins le quart. Je vais vous mettre ici en mensuel. Regardez le gold, ce sur quoi il échoue. D'accord? J'en ai parlé ce week-end dans ma vidéo. J'ai eu quelques commentaires en disant bah non, pourquoi tu parles que c'est une résistance qui avait déjà été testée? C'est simplement pour vous dire que c'est une résistance qui avait été déjà testée en tant que support. 2012, 2011, 2012, d'accord? On est quand même sur une zone très très importante. On était massivement à l'achat sur IVT, notamment au travers de Rodolphe qui a largement insisté sur des achats parce que c'était là où se passait l'action sur ces dernières semaines sur l'or, qui a fait une reprise absolument monumentale,
qui a pété des niveaux annuels, etc., dans lequel il évoluait depuis des mois et des mois, voire même des années. Vous voyez, entre 2014 et 2019, le gold était dans un range. On en est sorti par le haut, on a pété cette oblique, premier signal d'achat. Deuxième signal par le biais d'une impulsion très très forte en données mensuelles. D'accord? Et derrière, l'or a pris 200-250 dollars quasiment en ligne droite. Donc là, on est en train de se stabiliser, ce qui est quand même un petit peu logique. On respire, mais il va y avoir très certainement des zones d'achat à surveiller. Vous voyez ici que j'ai des zones d'achat entre 1480, autour des 1480 sur l'or, pour reprendre des achats dans la dynamique de fond qui est comment? Haussière. Voilà. Donc, vaut mieux être dans le sens de la tendance que de faire l'inverse pour le moment. Voilà. Voilà pour moi. Je crois qu'on a fait le tour. Merci de votre présence, de votre fidélité. Je ne sais pas trop comment le dire. En tout cas, de votre attention. Pour entrer à la vente avec Aria, plutôt sur le H1 ou le M15 sur DAX et Do. Alors, en swing, avec Aria, moi j'utilise 2 unités de temps inférieures. Donc quand je dis des signaux sur du H4, sur Aria, c'est plutôt du M15. D'accord? C'est l'équivalent en fait des fractales qu'on a sur du M15. Ça donne à peu près les signaux H4. Voilà. Ok? Voilà, messieurs, dames. Je vous souhaite une très belle semaine. Je crois que si vous jetez Aria, il y a un truc de prévu le 12, jeudi. Essayez, et je clôturerai là-dessus, essayez vraiment, merci Jérémy, essayez vraiment d'avoir des plans, de vous y tenir. Ça vous évitera de faire n'importe quoi. N'essayez pas d'être dans tous les moves, sur tous les actifs qui existent. Déjà, si vous arrivez à avoir un carnet de bord, un plan sur 10 actifs dans la semaine, d'accord? Vous n'allez pas les trader les 10. Vous allez attendre qu'on arrive sur des configurations où vous avez une probabilité de réussite qui est suffisamment importante pour pouvoir trader. C'est ça qu'il faut faire. Et ensuite, à ce moment-là, lorsque vous avez une conjonction, une convergence de facteurs, une convergence de signaux que vous avez sur l'actif en question, là, à ce moment-là, vous mettez sur des unités de temps plus courtes. Et là, à ce moment-là, vous travaillez la position. Voilà. Mais pas avant. Donc là, pour le moment, encore une fois, et je clôturerai là-dessus et après je vous laisse. Le CAC, 5605. Pour le moment, j'ai pas grand-chose. Il me donne rien. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par me placer des alertes ici sur le CAC Cash. Ok? Et lorsque je vais avoir mes alertes qui vont sonner, peut-être même, pourquoi pas, regardez ici, weekly, pourquoi pas même 5675, je vais mettre une alerte ici. Et là, à ce moment-là, je commence à mettre en intraday et je commence à surveiller vraiment sur des unités de temps plus courtes, en horaire, en 4 heures, etc. Mais pas avant. Pareil sur le pétrole. Le pétrole, moi je l'ai loupé à... Certains l'ont pris, ils me l'ont envoyé en me disant, bah tiens, merci Xav. Moi je l'ai pris le pétrole à 53,73. Alors, j'étais un peu dégoûté, entre guillemets, parce que, effectivement, quand il passe de 50... L'avantage et l'inconvénient du pétrole, c'est que ça va très vite. Donc l'inconvénient, c'est que si tu as loupé le truc, pour le reprendre derrière, ici, pendant cette accélération, je ne vais pas dire que c'est impossible, mais psychologiquement, c'est très très difficile. Donc je préfère laisser tomber et passer à autre chose et attendre ma prochaine zone. Le pétrole, je l'ai pris à chaque fois quasiment sur les points bas, les points hauts qu'il l'a fait. À chaque fois que j'ai pris la position, 2 heures après, direct, il est parti dans mon sens. Donc tant mieux. Mais ce que je veux dire là, c'est que, encore une fois, même moi j'en loupe. J'étais peut-être un petit peu trop gourmand sur ma zone d'achat à 52, il s'est arrêté à 53. Peut-être qu'effectivement, j'aurais dû mettre mon alerte 1,5$ au-dessus de ma zone. Voilà. Alors, je ne dirais pas que c'est une erreur, mais tant pis, il faut le prendre en connaissance de cause. Et à ce moment-là, tant pis, ça monte sans moi, ça monte sans moi. Il y a d'autres choses à faire ailleurs sur d'autres actifs, sur d'autres marchés, sur d'autres unités de temps. Voilà, il y avait d'autres trucs à faire sur le Nikkei. C'était beaucoup plus simple. Regardez, le Nikkei, c'est absolument hallucinant. 20 800, stratégie d'achat, on paye au-dessus au franchissement. Derrière, il n'y a absolument
aucun pullback. Il est parti direct. On a eu direct l'impulsion. Et là, il monte 700 points quand même depuis. Est-ce que c'est mieux de prendre comme ça, à un moment donné, un move sur 700 points que d'essayer de travailler, en tout cas moi j'y arrive pas, sur des unités de 30 très courtes et de prendre 3, 4, 5 points et d'essayer à chaque fois de se remettre en question, j'achète, je vends, j'achète, je vends, j'achète, je vends, j'achète, je vends. Je préfère avoir un actif comme ça qui me fait ma semaine que d'avoir des positions partout et d'avoir toujours un avis, même sur un actif de prédilection. Je sais que vous travaillez surtout le DAX, vous travaillez surtout le Dow Jones, etc. pour la majorité d'entre vous. Mais voilà, il y a des fois où il n'y a pas de vol, ça monte ça montouille en hausse larvée, c'est une hausse larvée, ça monte progressivement, sans donner de nouvelles impulsions, sans donner de nouveaux signaux qui soient d'ailleurs haussiers ou baissiers, et on est en bas de range, en haut de range, pardon. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour le moment? Bah rien, le marché me donne rien. Voilà. Ok? Bonne semaine. Bon, on a fait 50 minutes au lieu de faire 30. Ça ne sera pas toutes les semaines comme ça. C'est le comeback, la reprise. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout, au-delà que ça vous plaise, peu importe, mais surtout que ça vous aidera. J'espère qu'il y a 2-3 éléments là-dedans que vous allez pouvoir, j'espère, exploiter au mieux. Je vous souhaite une bonne semaine. N'oubliez pas, jeudi, la Banque Centrale Européenne, très important pour alléger, sécuriser, nanana, ça vous le savez normalement. Et je vous dis à plus tard. Ciao.